Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bon jeudi, bonne journée, merci d'être avec nous. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Julien Drey. Bonjour Julien Drey. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et tête de liste dans le Val-de-Marne pour ces élections régionales. Vous serez interrogé ce matin par Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Christophe. Et par Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Julien Drey, vous passez pour un stratège depuis de nombreuses années. Vous avez été à l'origine d'SOS Racisme. On dit même que le slogan Génération Mitterrand, c'est vous qui l'aviez inventé. Que faudrait-il faire dans ce mois de campagne pour tenter de sauver le Parti socialiste, si l'on en croit les sondages, est quand même en grand risque? Est-ce que la proposition de Manuel Valls, dont on dit qu'il en est à l'origine en tout cas, de fusionner les listes de gauche et de droite, est-elle de nature à mobiliser les électeurs, vos électeurs? C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les temps. Avant le deuxième tour, il y a un premier tour. Donc la question qui est posée, c'est encore celle du premier tour. Le premier tour, on le voit bien sur le terrain. Ils disent tout ça pour évacuer la oui, réponse. Voilà, j'évacue alors. Parce qu'on voit bien dans la campagne, dans les réunions, les échanges qu'on peut avoir, que le résultat électoral, il n'est pas fait. Voilà. Il n'est pas fait, il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de débats, notamment à gauche. Bon. Mais on sent aussi, et c'est différent par rapport aux élections cantonales, cantonales, à l'époque on appelait ça comme ça, mais municipales, il y avait de la colère à l'époque. Là, on sent qu'il y a un sursaut d'honneur. Et aussi une volonté quand même de ne pas faire n'importe quoi, parce que ce sont des territoires importants que les régions, parce que par ailleurs, il y a aussi, et ça compte quand même, et ça pèse aussi un bilan remarquable des exécutifs régionaux, je parle notamment en Île-de-France. Julien Drey, une question par rapport à ce que vous venez de dire. La proposition de Manuel Valls, on se dit quand même, est-ce que en faisant cette proposition maintenant de fusionner les listes, par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en parlant déjà de ça, on se dit, ça y est, il sait que la gauche a perdu de toute façon. Je pense que c'est une erreur parce que c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, je vous l'ai dit, moi j'en parle parce que vous savez que j'ai toujours une forme particulière de réunion de campagne électorale. Je fais des réunions que vous retrouvez en direct sur Facebook. C'est une première nationale et internationale presque. Ça c'est moderne. Bah oui, c'est moderne, c'est la première fois que ça se fait. C'est-à-dire, vous avez une réunion d'appartement, mais vous pouvez la suivre chez vous, dans votre lit, ou devant votre télévision à côté, en direct, et vous pouvez même poser des questions. On vous promet, on va le faire. Voilà, oui, parce que je pense que c'est un outil qui va se développer dans les années à venir. Par rapport à Manuel Valls. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui sont là ne sont pas des militants. Hein, c'est pas quelque chose qui monte à l'avance. Donc, ce sont, comme on dit, entre guillemets, des vrais gens. Et je vois beaucoup d'hésitation, je vois des questions, je vois des fois de la déception, mais je ne vois pas aujourd'hui la colère qui conduirait à une forte sanction. Alors, ça peut arriver. Parce que je vous l'ai dit, cette élection, d'après moi, va jouer dans les derniers jours. La cristallisation politique va jouer dans les derniers jours. Donc, il faut un travail pédagogique. Et il faut débattre des vraies questions qui intéressent les gens. Pour les gens aujourd'hui, c'est la compétence. Cela étant dit, en faisant. Voilà, donc, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai dit, moi, vous savez, quand je veux faire la langue de bois, j'en fais absolument bien. Voilà. Donc, c'est une erreur. On peut rester 10 minutes là-dessus. Pendant 10 minutes, ce sera comme le ni oui ni non. Vous aurez ni le oui ni le non. Donc, Valls ne creuse pas le sillon, par exemple, du Front National en apportant ce carburant UMPS. Et si vous voulez, on continue. La question qui est posée, c'est celle du premier tour, pointe à la ligne. D'accord, alors on passe à Calais. Christophe Bordet. Alors à Calais, Bernard Cazeneuve, dans Libération ce matin, dit c'est une impasse. La maire de Calais, elle, dit il faut envoyer l'armée une fois pour toutes pour protéger maintenant les habitants qui sont en lisière de la jungle. C'est quoi la solution ? La solution, elle est européenne, elle est dans une meilleure collaboration. Parce que Calais, c'est quoi? C'est le fait que c'est pas une migration vers la France, c'est une migration vers l'Angleterre qui est stoppée à Calais. Voilà. Donc nous sommes, d'un certain point de vue, confrontés à cette attirance que représente le territoire anglais, et notamment toute la dynamique autour de la ville de Londres et les emplois précaires qui sont généralisés là-bas. Et nous sommes un territoire de transition. Donc il faut arriver à gérer avec les Anglais. Alors à chaque fois, ils nous promettent un certain nombre de choses, ils ne le tiennent pas.
Voilà, donc il faut trouver des solutions qui conduisent effectivement à gérer humainement cette transition et éviter ce que nous voyons, c'est-à-dire à la fois l'exaspération des populations locales et en même temps les drames qui se nouent chaque jour avec ceux qui veulent tenter de passer la Manche. Ce sont les centres de rétention, la solution? La solution, c'est effectivement des centres de transit. C'est des centres de transit avec un contrôle strict dans ces centres de transit, que ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour essayer vous de savez, contourner Julien les lois. Drey, quand on fait des reportages en province, comme ça nous arrive régulièrement, on s'aperçoit finalement qu'ils passent par les centres de rétention, ils passent devant les tribunaux administratifs, sont relâchés et repartent à Calais. Non, mais il y a pas... Donc ça sert à rien. L'honnêteté dans ce débat-là, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Voilà, c'est-à-dire que même si vous mettrez l'armée, vous aurez quand même des gens qui contourneront ces choses-là. Parce que quand vous êtes un immigré ou un émigré de la faim qui joue sa vie et que vous êtes prêt à la sacrifier, tout est possible. Voilà, donc nous sommes, en train de gérer une transition qui est difficile et il vaut mieux le reconnaître comme ça. Et donc il faut mettre tous les interlocuteurs... Mais ça sert à rien. Est-ce que je vous ai dit que ça servait à rien? Je vous le demande. Ah bon? D'accord. Non, parce que j'avais eu l'impression que... Je vous le demande. Non, moi je ne crois pas que ça sert à rien. Je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions. On essaye de les trouver humainement. Mais si vous voulez, si l'honnêteté en politique pour vous ça sert à rien, c'est votre droit. C'est pas mon cas. Moi je dis les choses honnêtement. C'est-à-dire je promets pas des solutions miracles qui ne sont pas tenables. Je reconnais une réalité qui est difficile à gérer. Et je pense qu'un responsable politique, si vous me permettez, c'est plus honnête de dire c'est une situation difficile à gérer que d'inventer des solutions gadgets qui, en général, se détournent de leurs objectifs et après donnent le sentiment, justement, que ça sert à rien. Bernard Cazeneuve, dans Libération, va même plus loin, il dit que c'est une impasse. Peut-être vous réagirez là-dessus aussi. Bernard Cazeneuve, à nouveau, qui dit il faut assouplir les conditions de légitime défense dans certains cas pour les policiers. Bien, pas bien. Moi, écoutez, bon, je vois que ce matin, vous voulez faire un peu un trivial poursuite entre bien, pas bien, ça sert ou ça sert pas. Il fait des propositions. Donc non, mais vous avez le droit. Mais je goûte peu ce jeu. Voilà. Donc, je considère que à ce stade-là, il faut être très prudent sur les conditions d'extension du droit de légitime défense, parce que c'est pas vrai que ça soit la solution. Ouais. Et elles peuvent créer ces situations-là, des gestions après humaines encore plus dramatiques. Parce qu'à chaque fois qu'il y a tir, il y a des risques de mort d'homme, et à chaque fois qu'il y a des morts d'hommes, vous savez après ce que ça peut générer. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas de surarmer les policiers, c'est pas de leur donner le droit de tirer, c'est de faire ce travail de prévention, d'effectifs renforcés là où il y en a besoin, de meilleure répartition, d'utilisation intelligente des moyens modernes que représente la vidéosurveillance en complémentarité de ces dispositifs de sécurité. Petite question sur l'économie, l'amendement de Jean-Marc Ayrault qui sera débattu. C'est normal, si vous voulez, que depuis le temps que je connais un certain nombre de ministres de l'Intérieur, il y a toujours eu cette pression des forces de l'ordre, qui sont d'ailleurs souvent dans une fuite en avant. C'est une demande des syndicats policiers. Oui, des syndicats policiers, mais on connaît les syndicats policiers, ils sont sous la pression, et il faut souvent, pour le ministre de l'Intérieur, se dégager un peu de cette pression et avoir une discussion sérieuse avec eux pour regarder les cas exacts où il y a besoin de cette légitime défense. Et on verra qu'ils sont finalement très limités. Je reviens sur ma question sur l'amendement Ayrault qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui prévoit une baisse de la CSG pour les bas salaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer, alors qu'on avait annoncé une pause fiscale, une nouvelle bombe fiscale ? C'est pour ça que je pense que sur la fiscalité, et surtout quand on est à la veille d'échéance électorale et quand on est rentré dans la dernière phase du quinquennat, il faut être extrêmement prudent. Parce que vous avez remarqué comme moi qu'à chaque fois on invente des choses sur le plan fiscal, puis après quand on regarde la réalité, on en a encore eu un exemple récent avec la fameuse demi-part pour les veuves, on découvre les effets pervers de ce genre de situation. Donc on réfléchisse à la mise en place d'un certain nombre de choses, oui, qu'on se précipite, non. Et cet amendement, il faut quand même l'adopter ou pas, à votre avis ? Il va être discuté. Vous avez vu qu'on essaye de trouver un élément de synthèse, c'est-à-dire faire une expérience pour voir. Mais moi, en matière fiscale, je suis extrêmement prudent. Voilà. Je pense qu'on peut faire des bonnes réformes fiscales quand on est au début du quinquennat. Ça veut dire quand on a bien réfléchi avant à ce qu'on veut faire. Sinon, après, on est souvent dans la confusion et on se retrouve dans la précipitation. Donc là, on est dans la confusion. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je vous ai parlé d'un cas général, d'une méthodologie. Voilà. Donc là, je suis pour être prudent. Voilà. Donc les députés vont débattre, les sénateurs vont débattre. On va voir. Vous avez vu qu'il y a une réticence du gouvernement qui est légitime, je crois, parce que c'est toujours la même chose en matière fiscale. Moi, j'ai assisté à ça dans les débats parlementaires. Il y a une sorte d'emballement, on pense qu'on a la solution miracle, puis après on se rend compte dans la pratique que ça se passe pas comme on croyait, que ça ne cible pas les effets, ce qu'on appelle les effets de simulation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle au ministère de l'économie et des finances, n'ont pas été bien faits. Donc il faut être prudent. Avec un risque inconstitutionnel également. Voilà, donc vous voyez, ça fait partie de tout ce que je vous ai dit. Mais c'est enfin la grande victoire de Jean-Marc Ayrault.
Non, mais que Jean-Marc Ayrault veuille marquer le débat. Le débat. Comme Premier ministre. Non, qu'il veuille marquer le débat parlementaire, c'est son droit. On va voir les arguments, y compris qui sont échangés. Voilà. Julien Dray, on va parler à nouveau des élections régionales. Serré ou pas serré, les sondages en Ile-de-France donnent la gauche perdante face à Valérie Pécresse. Claude Barthelone, c'est le candidat qui peut faire perdre la gauche en Ile-de-France? Non, je pense que c'est le candidat qui peut le faire gagner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Parce qu'on voulait donner un souffle. Ça ne remettait pas en cause la gestion précédente, mais c'était un souffle nouveau et un dynamisme et une expérience, au regard y compris de son parcours d'élu de terrain. Donc il est dans une logique de rassemblement. On voit bien d'ailleurs que la phase première, qui a été la mobilisation des militantes et des militants, a été une bonne mobilisation. Elle donne une grosse présence sur le terrain. On voit qu'on est maintenant dans la phase de conviction auprès de nos électrices, nos électeurs, et on aura aussi la phase de rassemblement qui arrivera par la suite. Vous la jugez comment, sa campagne à Claude Barthelone? Parce que hier, je discutais avec l'un de vos collègues au Parti Socialiste qui me disait le problème, c'est qu'il fait une campagne trop traditionnelle, trop plan-plan. Oui, enfin, ces collègues anonymes qui vous font des commentaires, je les ai jamais vus. Je ne peux pas citer son nom, bien entendu. Voilà. Je vous le dirai en coulisses. Moi, je suis là, voilà, comme dirait l'autre. Pépère ou pas Pépère, Barthelone? 30 secondes. Moi, je suis là, donc je s'identifie, donc je vous dis, c'est tout sauf Pépère. Tout sauf Pépère. Voilà, parce que je pense qu'il travaille, je pense qu'il est sur le terrain, et je pense que c'était pas facile au départ, parce que on voit bien qu'on était dans un contexte avec des tensions, avec des questions. Maintenant, plus que vous nous parlez de campagne électorale, moi je voudrais, puisque je suis là ce matin, insister sur quelque chose sur lequel les uns et les autres, vous ne regardez pas ce qui est en train de se passer d'après moi. Parce que la vraie donnée nouvelle de cette campagne électorale, en tous les cas, nous on la voit sur le terrain, c'est la radicalisation de l'électorat de droite, c'est la fuite en avant des électeurs de droite vers l'extrême droite. Et c'est plus grave encore, c'est les dirigeants républicains traditionnels de la droite qui normalement étaient en situation de barrière, de résistance face à cela. Vous faites allusion à Valérie Pécresse, par exemple. Oui, vous voyez, j'allais y arriver, vous devancez. C'est Chirac qui dit qu'il faut faire le deuil de la droite républicaine en Ile-de-France. Elle a, avec son talent, mis le doigt sur une véritable réalité. Regardez Madame Pécresse. Regardez bien. Madame Pécresse, moi je la connais. Valérie Pécresse, c'est pas on peut le dire entre nous, c'était pas une hystérique de la droite. Elle était respectable. On pouvait être en désaccord, mais on était dans un cadre qui était un cadre d'échange. Regardez, depuis maintenant, disons, un mois, quasiment tous les jours, elle nous en sort une nouvelle qui est un clin d'œil appuyé à l'électorat de la droite extrême, l'électorat de la Manif pour tous. Mais regardez cette proposition qui est aberrante, de généraliser les tests salivaires dans les lycées. La question que je pose, c'est comment on va faire? On va se mettre à l'entrée des lycées, on va prendre des bâtons-tiges, on va opposer les lycéens, et qu'est-ce qu'on fait après? D'ailleurs, je ferai un conseil à Mme Pécresse, c'est qu'elle devrait faire dans son entourage des tests salivaires, elle aura peut-être des surprises, parce qu'au regard de ce qui se passe dans la jeunesse en matière de consommation de cannabis, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas des mauvaises surprises, y compris dans les familles bien pensantes. Bon, donc la solution, c'est plutôt dans un travail éducatif, dans un travail en amont, parce que c'est ça le rôle de l'éducation, et c'est ça le rôle des parents, que dans un travail de généralisation de la répression, qui va mettre dans les lycées un état d'esprit catastrophique. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaye de faire des clins d'œil, on essaye de faire des appels du pied. Et c'est en ce sens-là qu'il y a radicalisation des dirigeants de droite qui sont dans une fuite en avant vers l'extrême droite. Donc la vraie résistance, aujourd'hui, c'est la gauche. Julien Dray, vous parliez à l'instant de la Manif pour tous. Plusieurs membres de la famille pour tous sont aujourd'hui sur les listes de Valérie Pécresse. Cela étant, quand on regarde ce qui se passe c'est bien que vous le précisiez, parce que c'est un élément qui illustre. C'est vous qui illustrez, c'est pas moi. Non, mais juste une chose. Non, mais il y a des réalités, après, elles sont ce qu'elles sont, c'est pas à moi de juger. Non, mais attendez, je dis, si vous me permettez 2 secondes, c'est bien que vous le disiez, premièrement. Deuxièmement, c'est bien que ça soit pointé. Et troisièmement, et c'est ça qui est important, dans le débat sur le mariage pour tous, Mme Pécresse avait ses positions, elles étaient respectables, mais elles n'étaient pas dans la surenchère. Tandis que là, on est dans la surenchère. Quelles Zamès? Vous l'avez fini, Christophe, sur la voiture? Encore une petite question pour la route? Oui, l'obligation qui est faite, on va changer complètement de sujet, l'obligation qui est faite par l'Union européenne d'étiqueter les produits originaires des colonies israéliennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut... Le conflit au Proche-Orient est un conflit qui est pour l'instant dans l'impasse. Et le rôle de l'Union européenne, comme de notre pays, c'est de remettre tout le monde autour d'une table et d'ouvrir des négociations. C'est pas d'attiser les conflits. On voit bien que cette proposition, qui part d'un principe qui est la volonté de rouvrir les négociations, en tous les cas de mettre Israël au pied du mur, risque malheureusement d'avoir des effets pervers, c'est-à-dire de radicaliser la population israélienne et de faire que l'Union européenne, au lieu d'être un médiateur qui rapproche les points de vue, va se retrouver pour Israël comme partie prenante dans le conflit,
pour les droits du peuple palestinien au détriment des Israéliens, c'est pas ça la bonne solution. Voilà. Et par ailleurs, c'est une faute de l'Union européenne. Ce n'est pas forcément le geste qu'on attend de l'Union européenne. Voilà. Et j'insiste sur le fait que par ailleurs, en efficacité économique, c'est dérisoire puisque les produits qui sont concernés, c'est moins de 1% des exportations israéliennes. Donc c'est une pénalisation qui est inutile. Ça met pas en cause le fait que le gouvernement israélien porte une responsabilité dans la radicalisation aujourd'hui sur les territoires, puisqu'il n'ouvre pas de perspective de négociation et qu'il lui aussi s'est enfermé dans un repli sur soi. Donc le rôle de l'Union européenne, plutôt que de choisir les uns ou les autres, c'est de rapprocher, parce que de toute manière, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs des choses qui avec le temps, nous interrogent tous. Tout le monde sait raisonnablement que la solution, c'est 2 États, c'est de les mettre en face à face et de trouver les éléments d'une discussion. Voilà. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, défend l'idée d'une prime au mérite pour les fonctionnaires. Est-ce qu'il a raison? C'est son idée. C'est son idée. Et ça veut dire que vous désapprouvez? Ça veut dire que je pense que c'est très compliqué à faire et qu'il faut faire attention quand on prend des positions politiques de savoir si ces positions sont des positions qu'on juge, comme il l'a dit lui-même, une position personnelle, c'est son droit, mais si elles ont une praticabilité. Or, dans la fonction publique, tous ceux qui ont essayé de mettre en place des salaires au mérite ont vu les difficultés parce que vous évaluez comment le mérite d'une infirmière, le mérite d'un enseignant, c'est très compliqué à faire. Et par ailleurs, je rappelle que le statut de fonctionnaire n'est pas celui d'un salarié du privé. Le fonctionnaire, il a justement, comme son nom l'indique, une fonction, une mission, qui est une mission de service public ou de service au public. Donc on n'est pas dans la performance. Avec Macron, la gauche est dévoyée? Non, je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un qui contribue au débat, des fois utilement, des fois les choses sont discutables. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait discuter. Vous voyez, je vous ai dit, sur la question du salaire au mérite, je ne suis pas d'accord avec lui. Ouais. Mais sur d'autres questions... comme ça sur le chemin. Mais par ailleurs, il faut le respecter. Sur d'autres questions, il a raison, il a apporté des choses importantes, il a fait des réformes utiles. Voilà, donc il faut... Moi j'ai toujours considéré que la gauche gagnait à mener les débats, à se respecter et à ne jamais être sectaire. Merci Mickaël Zamès, merci Christophe Bordet. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos que vient de nous tenir Julien Drey. Et il reste avec nous, merci, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour messieurs, j'accueille aujourd'hui Philippe Pallat pour la première fois, directeur de la rédaction du Midi Libre. Bonjour Philippe Pallat. Bonjour. Et bonjour Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour. C'est un petit peu une analyse venant du Grand Sud aujourd'hui, là. Midi Libre et groupe Nice Matin, face à Julien Drey, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, je rappelle, membre du bureau national du Parti socialiste et tête de liste dans le Val-de-Marne régional. On commence par ce dont on parle beaucoup en ce moment au Parti socialiste, c'est cette proposition de Manuel Valls de fusion des listes de gauche et de droite. Que pensez-vous de la réponse de Julien Drey? Alors on voit que Julien Drey est agacé à l'image de beaucoup au PS ou au gouvernement. Il dit c'est une erreur, Julien Drey. J'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc il y aura pas de dépêche qui dira Julien Drey dit Manuel Valls c'est une erreur. Et Julien Drey dit il y a qu'une chose qui compte, le premier tour. C'est pas ce qui se passe sur le terrain, a-t-il dit plutôt. Alors... C'est pas, et effectivement, Julien Drey ramène le débat sur la campagne et sur la campagne de terrain en expliquant que c'est pas nécessairement ce qu'il ressent. Et il revendique la langue de bois, ce qui est assez rare chez les politiques sur ce sujet-là. Et c'est vrai que j'en reviens au début de mon propos, on voit l'agacement sur le sujet de la conduite à tenir avant le premier tour, et un agacement qui a été renforcé par la position de Manuel Valls. Il a parlé du succès d'une campagne de proximité qui sont ces réunions par appartement retransmises sur Facebook. C'est ça une campagne moderne, Philippe Pallat ? Alors, je ne sais pas si c'est une campagne moderne. Incontestablement, les réseaux sociaux, depuis Obama, ça marche plutôt bien. Mais je voudrais revenir un peu sur la schizophrénie de Julien Drey. Schizophrénie parce que d'un côté, il est axé sur le premier tour. Et il sait très bien que non pas les dés sont joués, mais que quand même, aujourd'hui, ça va être très, très compliqué pour la gauche. Il reste en résistance sur l'Île-de-France en expliquant que, de toute façon,
la seule alternative c'est la gauche, il dit que la droite fait des appels du pied à l'extrême droite, et puis à côté de ça, il se refuse à admettre un petit peu la réalité et repousse d'entrée de jeu la proposition de liste fusionnée qui serait sans doute le Front républicain qui permettrait d'endiguer la vague extrémiste. En même temps, il dit que la droite se radicalise. Il a donné des exemples précis, Denis Caro. C'est une manière assez habile de ramener le débat sur le terrain de la droite, et notamment de Valérie Pécresse, qui est son opposante en Île-de-France. C'est valable dans le Sud aussi, chez vous. C'est valable totalement dans le Sud. Et on voit le débat avec... dans le Sud, moi. À la fin, Julien. Ah bon? C'est pour donner un peu de vie. Et on voit très bien, et c'est intéressant, que autant l'hypothèse d'une fusion des listes en Nord-Pas-de-Calais est envisagée, il n'en est pas question en PACA, et ça n'est pas venu dans le débat. Là, vous avez le droit de répondre. Oui, parce que je pense que, justement, en PACA, vous croyez que c'est possible pour les militants de gauche, au regard de ce qu'a été, ce qu'a dit, ce qu'a fait Christian Estrosi, c'est son droit, c'est sa liberté. C'est possible pour nous de leur dire, donc désormais, vous allez fusionner avec les listes de M. Christian Estrosi, vous allez être présent de la même manière que, posons la question en Ile-de-France, on va, nous, faire des listes communes avec la Manif pour tous, tout d'un coup. Donc c'est pour ça que la question, elle est pas posée. Alors moi, je voudrais juste revenir, parce que j'ai été traité de schizophrène, de personne qui ne voit pas la réalité. Moi, c'est vous qui ne voyez pas la réalité. Parce que ce soir, je vous invite à 20h30 sur Facebook. Vous allez vous connecter avec mon Facebook et vous allez voir la réunion d'appartement. Il y aura 30 personnes. Quand j'arrive dans la réunion, je ne connais personne, à part celui qui m'accueille. On ne me pose jamais la question du deuxième tour, jamais la question de la fusion, jamais ces questions-là. On me pose des vraies questions, du vécu, sur les transports, sur la sécurité, voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Alors c'est si que vous permettez, monsieur, à ce moment-là, si on vous pose des questions, mais vous ne dites, à 2 reprises, vous dites pas de solution miracle, pas de solution miracle sur les migrants, pas de solution miracle sur la fiscalité. Non, attendez, vous êtes un journaliste, mais vous êtes expérimenté. Donc quand vous êtes en difficulté, tout d'un coup, vous repartez sur d'autres sujets. Moi, je vous dis, cette question du deuxième tour, elle est pour l'instant pas posée sur le terrain. Donc, je suis pragmatique. Je me pose des questions, je suis en capacité. Nous sommes des journalistes de terrain. Alors, bon sang, écoutez, on fait un chiche ce soir. Et vous pouvez même poser la question. Vous aurez le droit de la poser. Je vous attends ce soir. Je vous invite à vous brancher également sur la région, donc la grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, où tous les sondages montrent que le Front National arrive en tête très largement. Le PS est à moins de 16 points et aura du mal. S'il n'agrège pas avec le Front de gauche, vos amis. Je crois pas. Pour l'instant, j'ai pas vu de sondage où on était à 16%. Je vois des sondages où on est plutôt à 20%. Donc, vous voyez, vous êtes totalement focalisé sur les sondages. Vous êtes en train de jouer le match qui vous plaît, parce que c'est le match qui vous plaît. C'est pas le match qui plaît aux citoyens. C'est une photographie à l'instant T. Voilà. Denis Caro, sur Jean-Marc. Oui. Simplement rebondir, il n'y a pas que les sondages. On a un candidat, nous, en PACA, un candidat de gauche qui s'appelle Christophe Castaner. Qui fait une campagne remarquable de terrain. Et qui est un homme remarquable. Et d'ailleurs, parce qu'il se trouve que je connais bien. Laissez terminer, Denis Caro. Il se trouve que je vais les laisser terminer. Il se trouve que je connais bien votre région. Et vous savez, dans votre région, il s'est passé un truc extraordinaire. Et d'ailleurs, vous n'avez pas été à l'initiative comme vous auriez dû l'être. C'est ce qui s'est passé sur l'affaire du roi d'Arabie Saoudite et de Valoris. Vous avez laissé le roi d'Arabie Saoudite qui était là, qui était une manne financière considérable pour la ville de Valoris. Personne n'a pris la parole pour dire mais vous êtes fous quoi. On est en train de perdre une manne financière considérable pour sauver une ville qui était en difficulté. Au nom de quoi? De la peur de l'électorat du Front National. On est un petit peu loin du sujet. Non, on est au cœur du sujet. On est au cœur du débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une droite qui fuit. Aujourd'hui vers le Front National et il n'y a pas de résistance. Et vous savez ce qui s'est passé à Valoris? Quand moi j'y étais, toute la population me disait mais monsieur Drey, vous avez raison, c'est n'importe quoi. Et quand j'ai interpellé un certain nombre de responsables politiques à Valoris en disant mais pourquoi vous n'avez pas résisté? Qu'est-ce qu'ils me disaient en privé? Ils me disaient oui mais tu comprends, il y a la pression de l'électorat du Front National. Denis Caro, répondez, on a une Vous avez dit tout à l'heure, l'élection n'est pas faite. Christophe Castaner a expliqué, lui, ça va être difficile parce que je suis socialiste. Parce que je suis socialiste. Laissez-le parler, on ne peut plus, on n'a plus le temps, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Il me pose une question, il ne faut pas que je réponde. Rapide. Donc, cette déclaration prouve à quel point ça va être difficile. Mais est-ce que je vous ai dit au départ que l'élection était facile? Je vous ai dit il y a des déceptions, il y a des attentes. Vous allez les retrouver sur les réunions. Mais je vous ai dit, les gens ne se posent pas la question du deuxième tour, ils se posent d'abord la question du premier tour. Et les premiers tours s'abordent de manière différente. Si la gauche est un peu plus forte que ce que prévoient les sondages, ou si elle est très faible. Pour l'instant, mon sentiment, c'est que les choses ne sont pas faites. On a 20 secondes, vraiment.
Monsieur Barthelon a à ce point changé. Non, mais vite. Il était feignant, il est devenu travailleur. Non, mais écoutez, vous n'allez pas revenir là-dessus. S'il vous plaît, Julien Drey, on n'a plus le temps, on doit rendre l'antenne dans moins d'une minute. Expérimenté de qualité, vous ramassez pas les bas-fonds quand même. Merci, il reste 30 secondes, on regarde les unes rapidement. Celle de Var Matin pour Denis Caro, qui fait partie du groupe Nice Matin. Vulnérable ? Var Matin, on revient effectivement projet d'attentat à la base navale de Toulon. La région reste vulnérable. Qui inquiète, la région reste vulnérable. Et le Midi Libre, Philippe Pallat ? Le Midi Libre, on est sur les universités. C'est une sélection terrible puisque les universités sont poursuivies devant les tribunaux administratifs parce que les étudiants ne peuvent plus s'inscrire. Mais vous voyez, donc c'est ça qu'il faut débattre, les vraies questions. C'est-à-dire comment faire pour que les régions soient aux côtés des universités et qu'elles mettent encore plus de moyens, ce que nous faisons en Ile-de-France. Merci beaucoup Julien Drey de ce débat avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Merci Denis Caro d'avoir été confronté à cet exercice nouveau. Merci aussi Philippe Pallat pour votre première apparition chez nous dans cette matinale. On se retrouve demain à la même heure. Les programmes continue sur Sud Radio et Public Sénat et avec le décrochage d'LCP dans quelques secondes, minutes. Merci à tous et à demain.